Bonjour! Pour cette nouvelle vidéo, on vous resserre un verre. Après vous avoir fait découvrir le saké, on va vous parler du whisky. On ne va pas vous expliquer la fabrication en détail, ni vous faire un classement des meilleures bouteilles, mais vous raconter comment les Japonais ont réinventé le whisky pour l'imposer dans leur pays, puis dans le monde. Le whisky, c'est un alcool ancien. La première référence écrite date de 1494. Mais au Japon, au milieu du 19e siècle, c'est une boisson encore inconnue. Le pays, depuis le XVIIe siècle, a quasiment cessé toute relation avec les étrangers. Cet isolement est brisé en 1854 par les Américains. La menace d'une flotte armée, menée par le commodore Perry, contraint le pouvoir à l'ouverture. On laisse la parole à Anne-Sophie Bigot, alias The Whisky Lady, qui a écrit un livre sur le whisky japonais. En cadeau, ils vont ramener du whisky américain qu'ils vont offrir à l'empereur en fait. Et donc, les Japonais, leur premier contact avec le whisky, ça va être du whisky américain, pas du tout du whisky japonais. Un premier contact réussi? Pas vraiment. Les Japonais ne sont pas emballés par la boisson, et les quelques tentatives de production locale, souvent des ersatz de whisky, ne sont pas des succès. Ça n'a pas pris vraiment, il y a eu des essais en fait un petit peu de faire du whisky. On essayait en fait de faire vieillir par exemple du shochu dans des fûts, etc. On se retrouve au début du XXe siècle pour s'intéresser à deux hommes considérés comme les pères du whisky japonais. Shinjiro Torii a créé une boutique à Osaka. Il importe des vins doux européens et a créé le Akadama Port Wine en 1907 qui connaît un petit succès. Il veut aussi importer du whisky, mais son rêve, c'est surtout d'en produire au Japon. Masataka Taketsuru, lui, est issu d'une famille de producteurs de saké. En 1918, la distillerie pour laquelle il travaille l'envoie en Écosse pour étudier la fabrication du whisky. Il apprend beaucoup et tombe amoureux d'une Écossaise qu'il épouse en 1920, juste avant de repartir au Japon. Mais à son retour, son employeur a fait le choix de se concentrer sur les alcools traditionnels. Le whisky, c'est non. Masataka Taketsuru quitte l'entreprise en 1921. Et c'est là que l'ambition de Shinjiro Torii va croiser le savoir-faire de Masataka Taketsuru. Ils montent ensemble la première distillerie de whisky au Japon qui est donc Yamazaki et qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et pendant quelques années, donc ils vont commencer justement à essayer de faire du whisky à l'écossaise et qui a peut-être probablement justement été leur erreur de départ de vouloir faire une espèce de copycat du Scotch whisky. Où là, on se rend compte que finalement, le whisky, une fois qu'il sort, il n'est pas du tout adapté au goût des Japonais. Les Japonais vont le trouver trop fort, trop racé, peut-être trop fumé. Là encore, ce n'est pas une réussite. Mais vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas là. En 1937, l'entreprise de Shinjiro Torii, Suntory, sort le Kakubin. Ça veut dire bouteille carrée. Ce whisky deviendra le plus populaire du Japon, et on peut encore le trouver aujourd'hui. C'est un whisky plus doux, plus équilibré, qui s'est adapté au goût japonais. Et c'est assez intéressant parce que c'est un concept qu'on retrouve au Japon, souvent avec beaucoup de concepts occidentaux, qu'ils appellent donc le Wakon Yosai. Ce concept-là qui est en fait de prendre un concept occidental de base et de l'adapter au goût et au profil japonais. Au moment où sort le Kakubin, Taketsuru a déjà quitté l'entreprise pour fonder la distillerie Yoichi, sur l'île d'Hokkaido, au nord du Japon. Un lieu au climat et au paysage plus proche de ceux de l'Écosse. Pourquoi on vous dit ça? Parce que son entreprise, qui va s'appeler Nikka, va devenir comme Suntory, un géant du whisky japonais. Certains diront qu'il faut consommer le whisky sec, c'est-à-dire sans rien dedans. Mais au Japon, une manière radicalement différente de le boire s'est imposée. La particularité au Japon, ça va être la consommation sous forme de highball. Et ça, c'est une campagne en fait de Suntory, simplement, qui a fait une campagne de pub autour de ça. C'est quoi le highball? Simple. C'est du whisky dilué dans un grand verre avec de l'eau pétillante et des glaçons. Mais alors, quel intérêt? C'est assez intéressant d'un point de vue de dégustation, c'est-à-dire qu'on ne recherche pas en fait la force du whisky, on recherche vraiment les arômes du whisky. Et c'est ça c'est vraiment une des particularités japonaises. Alors après, il y en a d'autres.
On va aussi venir parfois le déguster avec du thé, que ce soit du thé chaud, du thé froid. Et voilà, il y a plein de façons de le déguster au Japon, hein, même en cocktail. La façon dont ils consomment est vraiment assez différente en effet. Bon, ils font pareil que nous en termes de... Bon, ils vont aussi dans des bars boire des cocktails au whisky, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont de cette grosse culture de venir boire du whisky, justement, particulièrement sous forme de highball, pendant le repas et de venir pouvoir justement faire des accords avec des plats, etc. Ce qui est hyper intéressant et ce qu'est le whisky, parce que le whisky, c'est quelque chose d'hyper versatile, justement. La belle histoire entre le Japon et son whisky dure un temps. Mais à partir des années 80, c'est la chute. La faute, entre autres, à une législation qui taxe davantage les whiskies de qualité, ou encore la mode des whiskies étrangers. Dans les années 90, du coup, c'est vraiment le tsunami. Ça touche un peu le fond, on se demande un peu ce qui va se passer, il y a des distilleries qui ferment. Cette chute aurait pu être fatale pour la production japonaise. Le salut est venu de l'Occident. C'est en 2003 que les premiers flacons de Yamazaki en fait arrivent sur des festivals, des salons en fait du whisky qui se passent aux États-Unis, en l'occurrence à Chicago, à International Spirits Expo. Donc il y a un importateur qui ramène ces flacons-là à cette expo-là. Et le mot se passe un petit peu dans l'industrie que il y a un truc assez fou quoi qui se passe au niveau de ce whisky japonais dont on pariait pas un copec dessus. Commence à y avoir une sorte de bouche à oreille. Il faut vraiment que vous ayez goûté le Yamazaki, c'est vraiment intéressant, etc. Le whisky japonais profite du bouche à oreille, mais aussi du prestige des récompenses. Dans des compétitions où vous avez des whiskies écossais, des whiskies irlandais, d'autres whiskies du monde, etc., eh bien, vous avez du coup des whiskies japonais qui commencent à avoir des médailles d'or. Et ça tombe de nulle part, en fait. On connaissait pas 3 ans avant. Là, on se rend compte que, en fait, il y a un savoir-faire. Ce savoir-faire, les Japonais le montrent particulièrement dans l'art du blend. Le blend, c'est un mélange de whisky de malt et de grains. Jusqu'ici, on va dire, c'était un blend, c'était souvent considéré comme le parent un peu pauvre du single malt, comme quelque chose, même si ça reste toujours aujourd'hui la catégorie de whisky la plus vendue au monde, le blend. Pour les amateurs, il y a souvent le single malt qui est quand même au-dessus du blend, même si c'est complètement faux, voilà. Et en fait, les Japonais ont réussi à prouver que c'était faux et à montrer qu'en fait, les blends, on pouvait faire justement des bijoux de raffinement, des choses d'un équilibre vraiment incroyable. Et c'est ça qu'ils ont vraiment apporté à la scène du whisky mondial. Cette popularité du whisky japonais recrée un engouement au pays. Mais surtout, amène un problème, la pénurie. Quand tu produis du whisky, tu dois être capable de savoir quelle va être la tendance et qu'est-ce que tu vas vendre dans 10, 15, 20 ans. Parce que c'est un alcool qui va être vieilli pendant de longues années. Donc, problème, c'est que dans les années 90, les distilleries, ça marche, c'est la merde. Donc, du coup, ils se disent, non, on va faire attention, on produit moins, etc., etc. Arrivé 2015, qu'est-ce qui se passe? Ça explose à l'international. Et du coup, qu'est-ce qui se passe au Japon? Pénurie. Il n'y a plus de jus. Donc là, on arrive au gros souci. On est encore dedans là. On est presque sur la fin, on va dire, mais on est encore dans le dur de ça. Et entre 2010 et 2020, on n'a plus de jus au Japon. Certains producteurs, cherchant à surfer sur la vague, trouveront bien une faille en naturalisant les whiskies. On va aller acheter des stocks en Écosse, on va aller acheter des stocks au Canada, on va aller acheter des stocks dans d'autres pays. On va les faire venir au Japon. Super, au Japon, il n'y a pas de législation sur le whisky. Super, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, ça arrive sur le sol japonais, c'est automatiquement naturalisé whisky japonais. Aujourd'hui, cette pratique a régressé. Mais attention quand vous voyez une bouteille avec de beaux kanji. Ce n'est pas la garantie que ce sera du whisky 100% japonais. Ce manque de transparence peut forcer à faire quelques recherches pour savoir ce qu'il y a vraiment dans la bouteille. Aujourd'hui, la scène japonaise du whisky est toujours en évolution, portée notamment par l'apparition de nouveaux acteurs. Ça s'est vachement diversifié ces dernières années parce que on a eu pendant longtemps une hégémonie des deux groupes Nikka Suntory qui ont tous les deux plusieurs distilleries. Mais depuis quelques années, il y a quand même eu une espèce de petite révolution, on va dire craft. C'est pas des centaines de nouvelles distilleries, mais mine de rien, il y a quand même pas mal de nouveaux acteurs qui se sont mis sur ce créneau. Et cette diversification des acteurs amène à davantage de variété dans les pratiques. Ces nouveaux acteurs-là,
ils ont quand même à cœur de véhiculer leurs valeurs et leur culture japonaise. Le bois qu'ils vont utiliser pour les fûts, on va utiliser des essences de bois locales, on va vouloir utiliser de l'orge japonais, des sources d'eau, les emplacements des distilleries en elles-mêmes, parce que le Japon a tellement aussi de climats et de reliefs différents qu'en fait finalement on se retrouve avec des distilleries qui font des choses très différentes. Vous avez des distilleries de bord de mer qui vont faire des choses avec un petit côté iodé, etc. On va avoir des distilleries en pleine montagne qui vont avoir des climats hyper froids l'hiver, beaucoup plus chaud l'été. En fait, c'est une telle variété aujourd'hui et c'est ça qui devient intéressant et qui finalement permet aux Japonais de découvrir un renouveau de leur propre production nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, partagez et pensez à vous abonner. Pour en savoir encore plus, Anne-Sophie Bigot vient de sortir un livre entièrement consacré au whisky japonais. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Culture Japon.